Bonsoir à tous. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. J'aime toujours savoir qui partage ce moment. Imaginez maintenant, vous êtes au milieu de la steppe mongole, le visage pressé contre la crinière d'un cheval qui sent le cuir et la sueur. Vous n'avez pas mangé depuis hier, et votre petit déjeuner sera une gorgée de lait de jument fermenté qui brûle la gorge. Ce soir, nous allons vivre une journée ordinaire d'un cavalier de Gengis Khan, où la survie devient une discipline et où chaque geste fait la différence. Tamisez les lumières, mettez un ventilateur pour un léger fond sonore et laissez-vous porter, car le réveil, lui, n'a rien de doux. Chapitre 1. Le réveil brutal. Vous ouvrez les yeux dans un silence que seul trouble le souffle de votre monture. Avant même que la conscience ne s'impose, l'odeur est déjà là. Cuir mouillé, sueur de cheval, laine de yak imprégnée d'humidité. 3 mois que la même couverture vous sert de rempart dérisoire. Autour, la steppe se réveille glacée, le gel accroché à vos cils comme de minuscules aiguilles. Vous êtes vivant, mais votre manteau vient d'être écrasé par l'un des sabots de votre cheval qui tente de se relever. Il n'y aura ni plainte, ni excuse. Ici, l'efficacité remplace la courtoisie. L'aube marque une seule règle, tenir debout le plus vite possible et montrer au corps qu'il n'a pas le choix. Le passage du sommeil au jour n'a rien de progressif. Pas de lueur rose à l'horizon, pas de douceur. C'est l'air qui décide. Un choc brutal qui vous déchire la poitrine à la première respiration. À moins 20 degrés Celsius, chaque inspiration est une morsure. Vos doigts gourds cherchent la ceinture de cuir qui resserre vos vêtements, car ce morceau de cuir est votre seule barrière contre l'étendue plane, où le vent s'engouffre sans obstacle. Autour de vous, personne ne perd de temps. Pas de salutation. Un sac de provisions heurte votre torse sans un mot. Les enfants de 10 ans sont déjà en selle. Les vieillards vérifient leurs flèches. Toute question du type « As-tu bien dormi ?» serait risible. Le repos est toléré, mais jamais revendiqué. Vous crachez. Le jet se fige avant de toucher la terre. Cette image, notée par des voyageurs médusés, a nourri des récits presque mythiques. Des hommes capables de transformer leur propre souffle en glace. Exagération ou non, le froid ne pardonne rien. Une monture boiteuse, un guerrier ralenti, et la logique est implacable. L'animal devient viande séchée. L'humain doit se contenter d'avaler son inconfort. Après 3 heures de chevauchée, vos pieds engourdis cesseront même de protester. Rachid al-Din, historien persan du XIVe siècle, décrivait ces réveils comme presque inhumains. Des hommes debout quand les loups se couchent, sans feu ni lumière. Les chroniques chinoises en parlaient aussi comme d'un réveil forcé, glacé, où le corps semblait forgé dans le gel. Mais ce que ces observateurs étrangers n'ont pas toujours mesuré, c'est que cette rudesse ne relevait pas du hasard. Elle faisait partie d'une stratégie d'entraînement. Commencer chaque journée par la lutte contre le climat, c'était gravé dans la chair que rien, pas même une armée ennemie, ne pouvait être plus dur que l'hiver quotidien. Les archéologues l'ont confirmé des siècles plus tard. Les os retrouvés dans les tombes de cavaliers portent les stigmates de ce mode de vie, des orteils déformés par l'exposition et des fémurs usés à l'endroit précis où la jambe frottait contre l'arçon de la selle. Le réveil brutal transformait le corps. Chaque matin, une dose de rigueur et au fil des années, une anatomie sculptée par l'adaptation. Rien de spectaculaire, rien d'héroïque, juste la répétition de gestes quotidiens qui redessinaient les os eux-mêmes. Votre première véritable tâche suit immédiatement, boire, mais à peine. Dans votre gourde en peau de chèvre, l'eau a gelé dans la nuit. Vous plaquez le récipient contre votre poitrine pour en faire fondre le contenu. Puis, une seule gorgée, mesurée, car l'eau n'est jamais illimitée. Les chroniques mongoles rapportent cette rigueur, pas plus d'une gorgée toutes les 2 heures. Boire davantage alourdit et affaiblit. Boire moins menace d'évanouissement. Même la soif est soumise à une discipline stricte. Peu à peu, le camp se met en mouvement, comme un organisme où chaque élément sait déjà ce qu'il doit accomplir. Pas de trompette, pas de cris, seulement le bruit mat des étriers,
le froissement des manteaux et le souffle sourd des chevaux. Vous remarquez ce garçon de 12 ans menant 3 montures d'une seule main, ses pieds nus plantés dans les étriers, malgré un hiver qui en brûlerait d'autres. Son corps s'endurcit dès l'enfance, se plie à la logique dure du climat et de la guerre. L'idée n'est pas de produire des héros, mais des survivants. Vous attachez votre arc, vérifiez cuir et sangle, resserrez la corde de votre carquois. Chaque action a sa place, et aucune minute ne doit être perdue. Le couteau, au creux de votre ceinture, ne quitte jamais votre flanc de la journée. Vos yeux échouent donc parfois à rester ouverts, mais la main connaît par cœur le poids, la présence, l'équilibre de chaque objet. Même Marco Polo, au XIIIe siècle, avait souligné un détail surprenant, la façon dont ses cavaliers semblaient percevoir l'obscurité comme si elle leur était familière. Encore une autre conséquence de matins vécus dans le froid et le demi-jour. Ce qui frappe, si vous comparez, c'est l'absence totale de rituels superflus. Pas de prière collective, pas de chant avant de partir. Le temps n'est pas un luxe ici. Les chevaux commencent à s'alimenter pendant qu'on les selle, les hommes avalent quelques morceaux de viande séchée entre 2 gestes. La dureté de ces réveils n'est pas une punition infligée par la culture elle-même, mais une logique de survie. Minimiser le superflu, ne garder que l'essentiel. Quand le corps apprend chaque jour à vivre dans ce dénuement, il est prêt à faire face non seulement aux hivers, mais aussi aux combats. Comprenez bien, dans cette société, même les nouveau-nés étaient exposés à une pédagogie du froid. Les mères les recouvraient de neige pour renforcer leur peau. Les enfants maniaient l'arc avant d'écrire leur propre nom. Les vieillards continuaient à avaler leur thé brûlant sans un seul froncement de sourcils, comme si la brûlure faisait simplement partie du rituel. Tout convergeait vers la même leçon. Le monde s'impose, et c'est au corps de devenir plus dur que lui. Ce matin ne se termine donc pas au réveil. Il donne le ton à tout ce qui va suivre. La manière dont on se lève, dont on serre une lanière, dont on accepte le froid et la soif, conditionne la réussite de la journée entière. Dans la steppe, c'est l'aube qui décide si vous êtes apte ou non à affronter le reste. Et à cet instant, vos yeux se posent sur ce qui compte vraiment. Devant vous, votre compagnon impose sa présence. Vous allez passer chaque heure à dépendre de lui, moins comme d'un animal que comme d'une prolongation de votre propre corps. C'est à lui que vous devez maintenant accorder toute votre attention. Chapitre 2. Le cheval, votre seul allié. Vous passez la main sur l'encolure du cheval. Une peau râpeuse, des muscles durs comme du bois noueux. Ce n'est pas une monture de parade, encore moins un compagnon docile. C'est votre partenaire unique, petit par la taille, à peine 1,30 m au garrot, mais inépuisable tant qu'on respecte ses limites. Les enfants mongols apprennent d'ailleurs à monter avant même de savoir marcher. Et pour un guerrier, le nombre d'heures en selle dépasse largement celui qu'il partage avec sa propre famille. Votre vie dépend de cet animal sobre, capable de se contenter d'une poignée d'herbes sèches, là où d'autres bovins mourraient. Mais il ne faut pas croire qu'il puisse courir indéfiniment. La vraie force des Mongols n'était pas la performance isolée d'un seul cheval, mais l'art de la rotation et des relais, plusieurs montures par cavalier et un réseau de postes appelés yam, qui permettèrent de franchir des distances vertigineuses. Chaque détail dans cette relation compte. 5 chevaux vous accompagnent, chacun ayant reçu un nom en fonction de son rôle. L'endurant, le fougueux, le rapide. Ce matin, vous êtes en selle, sur Baga, le petit Rouen. Sa respiration forme des nuages blancs dans l'air glacé. Vous sentez son souffle régulier sous vos jambes, un peu plus lourd que la veille peut-être. Pas assez pour alerter la troupe, mais déjà trop pour ne pas le noter. Vous devrez bientôt changer de monture, attendre jusqu'à la prochaine rivière ou échanger immédiatement. Dans la steppe, un choix trop tardif signifie finir à pied. Les chroniques chinoises parlent de cavaliers mongols parcourant 300 lis, soit 150 km, en une seule journée. Mais ce que ces récits ne disent pas toujours, c'est que ces prouesses n'étaient possibles qu'en ménageant chaque cheval comme une ressource vitale.
Leur rusticité est sans égale. Contrairement aux destriers ferrés des armées européennes, les sabots de vos chevaux ne portent aucun fer. Ils se sont durcis au fil des générations par l'habitude de fouler cette terre aride, gelée en hiver et craquelée en été. Après des heures de chevauchée, les jambes sont couvertes de boue séchée, parfois zébrées de petites coupures. Ces animaux ne boivent qu'une fois par jour, parfois moins. Ils dorment debout. Ce sont des créatures sobres, adaptées à un espace qui ne pardonne pas. À force, vous apprenez à lire leurs signes. Un frémissement d'oreille, un naseau dilaté, un abrupt mouvement de tête. Quand Baga se tourne soudain vers l'est, ce n'est jamais au hasard. Peut-être une harde de gazelles, peut-être des silhouettes hostiles. Les historiens s'attardent souvent sur l'arc composite mongol, réputé comme l'arme fatale. Pourtant, le véritable avantage reposait sur la cavalerie mobile. Là où les armées sédentaires devaient interrompre leur marche pour soigner de coûteux chevaux de guerre, les Mongols changeaient simplement de monture. Ce système permettait de maintenir une vitesse constante. Les messagers impériaux parcouraient jusqu'à 300 km par jour grâce à ces relais. Vous, plus modestement, vous alternez toutes les 2 heures pour préserver vos bêtes. Soigneux mais dépourvu de sentimentalisme, vous savez que cette discipline est ce qui vous tient loin de la mort. Les voyageurs persans chuchotaient que ces cavaliers ne montaient pas des chevaux, mais des créatures magiques. Votre propre corps souffre aussi. La selle de bois irrite vos cuisses, transforme votre peau en plaie ouverte. Mais le fardeau du cheval dépasse le vôtre. Il porte vos armes, vos provisions, et la vibration incessante de vos pas sur son dos. Parfois une toux racle sa poitrine. Vous détournez l'oreille, sachant qu'il faudra tenir malgré tout. Aujourd'hui, vous avez couvert la distance qui sépare Paris de Reims. Demain, ce serait davantage. Si Baga s'effondre, sa chair sera viande, sa peau transformée en bottes. La logique de survie ne connaît pas de tendresse. Les chroniqueurs arabes décrivaient ces montures comme faites d'os et de nerfs, petites, sèches, mais incroyablement dures. Lors de l'invasion de l'Empire Khwarezm, les cavaliers de Gengis Khan traversaient des déserts réputés infranchissables. Les chevaux grattèrent la neige pour brouter l'herbe cachée, tapèrent de leurs sabots la glace pour atteindre l'eau. L'instinct de ces bêtes valait plus qu'une carte. Rien d'étonnant alors à ce que les Russes les imaginent nourris de chair humaine, ou que les Chinois les surnomment chevaux célestes. Le soir, la routine reprend. Vous palpez les jambes enflées de lin, examinez une coupure à la patte d'un autre. Vous appliquez une pâte d'herbe, recette apprise d'un aïeul. Ces gestes relèvent de la stratégie plus que du soin. Une usure trop avancée condamne la troupe entière. Les fouilles archéologiques ont d'ailleurs retrouvé des os de chevaux mongols portant les traces d'une arthrose sévère dès 8 ans, preuve que ces animaux étaient littéralement consumés par l'endurance qu'on exigeait d'eux. La tactique la plus crainte des Mongols reposait sur cette endurance, la retraite feinte, un assaut fulgurant, suivi d'une fuite simulée. L'ennemi, lourdement équipé, se lançait à la poursuite. Puis, grâce à des chevaux encore vifs, car régulièrement relayés, les Mongols faisaient volte-face et frappèrent de nouveau. Marco Polo notait étonné. Ils combattent en fuyant, ce qui n'est pas une fuite, mais une ruse. Toute l'astuce tenait dans l'endurance de ces petites silhouettes hirsutes. Pendant qu'ils broutent, Baga arrache des touffes d'herbes gelées croûtées de givre. Ces animaux se nourrissent de presque tout, feuilles mortes, écorces, parfois même des morceaux de cuir. Selon les récits anciens, parfois exagérés, certains régiments auraient survécu à l'hiver en saignant légèrement leurs chevaux pour boire leur sang mélangé au lait. Vérité ou légende, cela dit beaucoup du lien vital. Quand vos chevaux meurent, vous périssez. Quand ils survivent, rien ne vous arrête. Les archéologues confirment cette obsession. Dans certaines sépultures, les cavaliers et leurs montures étaient enterrés ensemble. Des harnachements ornés avec le même soin que des bijoux reposent sous la terre. D'autres tombes ne contiennent comme seule richesse qu'une bride usée. Les lettrés persans se moquaient de cet attachement absurde.
avant de voir leurs armées brisées par ces petites bêtes rustiques. La victoire ne tenait pas à la puissance brute, mais à cette symbiose unique entre l'homme et l'animal. Baga souffle fort et secoue sa crinière contre votre visage. L'immobilité l'exaspère, tout comme vous. Les hommes commencent à serrer les sangles. Les enfants harnachent sur leurs poneys avec des arcs minuscules. Autour, la steppe bruise de préparatifs. L'estomac gronde. Une odeur âcre flotte dans l'air froid. Quelque chose qui annonce le repas du matin. Vous tendez la main, prêt à recevoir la première gorgée de ce qui vous attend. Chapitre 3. Le petit déjeuner de l'enfer. On vous confie une outre en peau de chèvre gonflée, lourde comme un ventre animal. Elle glouglotte doucement quand vous la saisissez. C'est cela, votre petit déjeuner, de l'érag, aussi appelé arag, lait de jument fermenté. Le liquide est d'un blanc trouble. Son odeur rappelle l'étable et les herbes acides. La première gorgée vous surprend par son acidité vive, presque pétillante, qui gratte la gorge et laisse sur la langue une note laiteuse brute. Votre estomac proteste, mais autour de vous, les enfants l'avalent sans un froncement. Leurs doigts, frêles serrant les outres, avec l'assurance de l'habitude. L'un d'eux, pas plus grand qu'un arc, vous invite d'un signe à recommencer. La deuxième gorgée reste rude, mais déjà votre palais y décèle une chaleur diffuse, au-delà de l'acidité. Cet érag n'a rien d'une curiosité pittoresque. C'est un véritable carburant militaire. Plus calorique que le lait frais, il contient des protéines déjà partiellement digérées par la fermentation. Résultat, une boisson qui rassasie vite et soutient longtemps. Les analyses modernes révèlent par ailleurs deux atouts cruciaux. Une teneur mesurable en vitamine C, élément rare dans une alimentation privée de fruits pendant une grande partie de l'année, et un taux modéré d'alcool, environ 2 à 3%, suffisant pour aseptiser l'eau ou les récipients sans troubler l'esprit des cavaliers. Rien de superflu donc, mais une solution pratique, portable et parfaitement adaptée à des campagnes militaires de plusieurs mois. Sa préparation est en soi un rituel. Le lait de jument, à la traite toujours pénible car l'animal se montre moins docile que la vache, est versé dans des outres en peau animale. On y ajoute un reste d'érag de la veille, comme le vin, avant de suspendre l'ensemble près du feu de camp. L'été, pour ralentir l'activité des bactéries, on enterre les outres à l'ombre. L'hiver, on les garde sous les vêtements pour éviter le gel. Les femmes savent donc qu'il faut 3 cycles lunaires pour obtenir un breuvage équilibré. Trop jeune, il reste indigeste. Trop vieux, il se corrompt et peut rendre malade. Des chroniques chinoises rapportent d'ailleurs les déconvenues d'ambassadeurs étrangers soumis à un érag trop acide. Les pasteurs mongols, eux, s'y accoutument dès l'enfance et leur organisme apprend à en tirer parti. Le secret de sa longévité résidait dans son écosystème invisible. Les analyses menées sur des fragments d'outre ou de poteries retrouvées à Karakorum ont révélé des traces de souches de Lactobacillus et de Saccharomyces, proches de celles que l'on retrouve aujourd'hui dans le kéfir, mais adaptées au milieu nomade. En d'autres termes, chaque outre transportait un petit monde microbien protecteur, contribuant à préserver la santé intestinale des cavaliers. On comprend mieux alors comment les armées de Gengis Khan passèrent à travers l'Eurasie sans succomber aux maladies qui décimaient des populations entières. La distribution de l'érag obéissait à des règles précises. Les hommes en recevaient une ration au matin, puis régulièrement au cours de la journée. Les enfants et les vieillards avaient droit à des portions réduites, mais plus fréquentes. Jamais de grandes quantités, juste de quoi soutenir l'énergie. Les plus expérimentés prenaient des soins de garder un instant le liquide en bouche avant de l'avaler, pour amorcer la digestion. Avaler trop vite aurait été vu comme une erreur, voire un manque de respect. L'érag n'est pas un simple breuvage. Pour eux, c'était presque un compagnon de route. Les missionnaires occidentaux, témoins de ces gestes, y virent une sorte de rituel païen, sans en saisir la logique biologique. L'odeur, elle, devient votre propre identité. Après quelques jours, vos vêtements et vos cheveux dégagent cet effluve acidulé qu'il est impossible d'ignorer. Les chroniqueurs arabes parlèrent d'ailleurs de l'haleine qui précède les Mongols.
Certains historiens avancent même l'hypothèse que cette signature olfactive servait de marqueur discret entre les troupes, reconnaissable à distance. Quoi qu'il en soit, plus que son goût, c'est son empreinte persistante qui vous accompagne désormais. Le partage est une règle tacite. On ne boit jamais seul. Même une infime portion circule de main en main. Pour varier, certains mélangent leur ration avec de la farine d'orge, fabriquant ainsi une pâte riche en énergie. Avant une bataille, on y ajoutait parfois quelques gouttes de sang frais de cheval, augmentant l'apport en fer et en protéines. Pour les femmes enceintes, une version adoucie, moins fermentée, existait afin de protéger leur organisme. Les textes médicaux de la dynastie Yuan mentionnent même des utilisations thérapeutiques, toux apaisés, infections traitées, plaies lavées avec l'érag légèrement chauffé. L'efficacité logistique de ce breuvage se comprend encore mieux quand on le compare aux pratiques d'autres armées. Les légions romaines dépendaient du posca, un vinaigre dilué fragile. Les croisés européens traînaient des moulins portatifs et passaient des heures à cuire du pain. Les troupes de Gengis Khan, elles, partaient avec quelques outres. Un guerrier pouvait tenir 10 jours en ne consommant que cela et un peu de viande séchée. Marco Polo, intrigué par leur repas volant, n'en comprit pas toute la sophistication. C'était une alimentation pensée pour la mobilité, où chaque heure gagnée était une heure laissée à l'adversaire pour s'épuiser. Les archéologues ont retrouvé dans d'anciens camps militaires des débris d'outres au contenu parfois enrichi. Les officiers assaisonnaient leur érag avec un peu de miel, donné par les tribus alliées. Les chamans y infusaient des plantes médicinales. Des indices isolés suggèrent de même l'usage de champignons hallucinogènes lors de cérémonies spéciales. Mais la version classique, blanche et effervescente, restait la base quotidienne de chaque guerrier. Ce matin encore, votre gorge s'y habitue peu à peu. Derrière l'acidité première s'installe une chaleur subtile, comme un feu qui se propage lentement dans les veines. Son goût n'en devient pas agréable pour autant, mais votre corps apprend à l'utiliser. Vous sentez cette énergie tenace s'installer, une vigueur profonde, sans à-coups, bien différente d'un café moderne ou d'un sucre rapide. Chaque fibre de votre organisme semble reconnaître que c'est là la base de votre journée, exactement comme l'était pour des milliers de cavaliers partis à la conquête du monde. Les Arabes utilisaient leur dattes, les Romains leur vin acidifié, les Mongols averse ce lait fermenté, et il fut l'un de leurs plus puissants alliés invisibles. Vous rendez l'outre à celui qui vous l'a prêté. Sa réaction amuse. Il rit légèrement de votre mine crispée, comme les Mongols d'autrefois riaient en voyant les étrangers grimacer face à ce breuvage. Et sitôt que vous vous essuyez la bouche, on vous met dans la main la suite du repas. Une bande sèche, brun-noir, longue et rigide. Elle vous intrigue, presque autant qu'elle vous effraie. Vous sentez que l'avaler ne sera pas un soulagement, mais une épreuve en soi. Vous l'approchez de vos lèvres. Le vrai test du matin commence. Chapitre 4. La viande qui ne se mâche pas. Vous mordez dans la lanière noirâtre qu'on vous a remise. Vos dents s'enfoncent à peine. La viande sèche se cabre sous la pression, aussi résistante qu'un morceau de cuir ancien. Autour de vous, des enfants de 6 ans mastiquent la même chose avec leurs molaires laiteuses, indifférents à l'effort. Voici le bors, la viande séchée mongole, nourriture de base des steppes depuis des siècles. Une ration qui se conserve jusqu'à 2 ans, sans aucun réfrigérateur, capable de supporter des semaines de chevauchée sans se dégrader. Dans un monde où tout pourrit vite, c'est un miracle comestible. Le secret est sa préparation. L'hiver, on tranche la chair de yak ou de cheval en fines lamelles qu'on suspend près des yourtes. Le gel de la nuit expulse l'humidité et le vent sec des plaines termine l'ouvrage. Après plusieurs semaines, la viande devient si dure qu'elle semble fossilisée. Certaines pièces finissent presque aussi solides qu'un coin de bois, que l'on pourrait littéralement enfoncer dans une bûche. Des fouilles ont montré que des provisions vieilles de 800 ans avaient encore conservé leur forme, preuve d'une technique de conservation sans égale. Avaler du bord n'est pas manger.
c'est lutter. Vos mâchoires peuvent peiner 10 minutes avant de venir à bout d'une seule fibre. La salive finit par transformer le morceau en une pâte sombre et un peu amère qui descend lentement. Un ambassadeur persan du XIIIe siècle écrivait que les Mongols avaleraient ces pierres si cela leur donnait de l'énergie. Pas tout à fait faux lorsqu'on fait face à cet aliment. Et pourtant, derrière cet exercice pénible, se cache une logique parfaite. 100 grammes de bore apportent environ 350 calories, essentiellement sous forme de protéines et de graisse, sans une once de superflu. Sa conservation obéit à des règles strictes. On sale la viande juste assez pour freiner les bactéries, sans l'imprégner d'une dose insupportable. Parfois, une brève fumée de bouse de yak ajoute des composés antiseptiques et une légère saveur âcre. Le séchage divise le poids par 10. Transporter une journée de nourriture devient beaucoup plus simple quand chaque poignée de viande concentre autant d'énergie qu'un repas entier. C'est ce qui permettait à une armée entière de partir 15 jours sans se soucier de ravitaillement. Les observateurs chinois notaient cette autonomie avec stupeur. Mais le bore ne se réduit pas à une performance logistique. C'est un aliment qui sculpte littéralement la physiologie de ceux qui le consomment depuis l'enfance. Les anthropologues ont constaté sur les crânes anciens des insertions massives de muscles au niveau des tempes. Les mâchoires, sollicitées jour après jour par cette mastication interminable, finissent renforcées à l'extrême. À l'inverse, les dents s'usent de plus vite. Les molaires sont raccourcis, parfois dès la trentaine, mais les caries sont absentes, puisque le sucre n'existait pas dans leur alimentation. En somme, le borze forge un visage robuste, à la fois usé et puissant. L'organisme, lui aussi, s'adapte à tirer parti de cet aliment coriace. Après quelques semaines, vos entrailles apprennent à extraire chaque calorie, chaque graisse, chaque fibre musculaire déshydratée. Les analyses modernes faites sur des restes de momies suggèrent la présence de bactéries intestinales spécialisées, non pas un nom exotique à retenir, mais plutôt une flore adaptée à transformer ces fibres sèches en énergie disponible. Le corps mongol n'était pas seulement endurci par le climat, il était optimisé dès l'intérieur pour digérer cette nourriture rare et essentielle. Là encore, l'apport n'est pas laissé au hasard. Une ration quotidienne équivaut à une bande de viande d'un avant-bras de long, épaisse comme un pouce, souvent attachée directement à la ceinture pour rester accessible à tout instant. Avant de la mâcher, on pouvait l'assouplir en la trempant dans une gorgée d'érag, ce qui facilitait la tâche et la rendait mangeable même pour les vieillards. Le même morceau, réduit en poudre fine, servait de base à un bouillon ou à un ragoût d'urgence. Tout était pensé pour qu'aucune calorie ne se perde. Pendant les sièges, cet aliment donnait un avantage décisif. Là où les assiégés, enfermés derrière leurs murs, finissaient par manger du cuir ou pire encore, les soldats mongols continuaient à avaler tranquillement des réserves préparées des années auparavant. Des chroniqueurs rapportent qu'une garnison chinoise s'était rendue simplement en voyant leurs assaillants grignoter sans effort de la viande qui datait du règne précédent. Le contraste psychologique était terrible. D'un côté la faim, de l'autre, une armée nourrie comme si elle pique-niquait. Au-delà de l'aspect pratique, le travail du borz était un véritable rituel social. Les femmes découpaient les lamelles suivant une méthode précise, optimisant l'air qui passait entre les fibres. La marge d'erreur était infime, trop d'humidité, et la viande moisissait, trop de sécheresse, et elle devenait impropre à la consommation. Certaines familles ajoutaient des souches de moisissures comestibles, qui donnaient un goût particulier, transmis de génération en génération. Il existait ainsi une identité culinaire, dans ce qui aurait pu n'être qu'une ration fonctionnelle. Dans les faits, on trouvait plusieurs déclinaisons. Le bord de cheval devenait presque doux en vieillissant, inclinant vers des notes légères de noisettes. Celui de yak restait plus âpre, mais avait la réputation de mieux se conserver. Quant au bord de chameau bactrien, rare et précieux, il circulait parfois comme monnaie d'échange. Derrière le goût brutal, une réelle gamme de saveurs distinguait, pour ceux qui pouvaient se le permettre, une viande ordinaire d'une viande prestigieuse. Peu à peu, vos mâchoires s'habituent au mouvement. La première bouchée avait laissé un goût sec et rêche, mais la suivante devient plus fluide,
comme si la bouche produisait enfin assez de salive pour dialoguer avec la nourriture. Un vieux guerrier, vous observant du coin de l'œil, hoche lentement la tête. C'est le signe que votre apprentissage avance. Dans son dialecte, il appelle cela le bain de bouche mongol, une expression à la fois moqueuse et réaliste. Mastiquer aussi longtemps qu'on se rince les dents. Pour les enfants, ce morceau fait partie du quotidien. Ils le mordillent en jouant, comme un bâton. Certains s'amusent à scier l'air avec leur bande de viande sèche, d'autres la brandissent comme une petite épée. Le bors n'est pas une contrainte, mais une évidence culturelle dès le sevrage. Grandir avec, c'est grandir dans l'empire mongol. Du point de vue de la santé, c'est un compromis. Les mâchoires se renforcent, les visages acquièrent une puissance osseuse hors du commun, mais les dents s'érodent plus vite. Les scientifiques notent cette double marque sur les squelettes. Usure prématurée des molaires, mais muscles temporaux hypertrophiés. Une trace physique inscrite directement dans les os de cet aliment particulier. Derrière l'effort de mastication, il y avait aussi un usage mental. Ces longues minutes où l'on devait concentrer toute sa mâchoire devenaient un moment de réflexion. Les témoignages parlent de chefs militaires, élaborant des plans en mâchonnant lentement leurs rations, comme si le temps que prenait la bouche libérait l'esprit pour mieux ordonner la bataille. Une nourriture qui nourrissait à la fois le corps et la stratégie. Aux marges de l'Empire, les étrangers n'adoptaient pas facilement ce régime. Souvent, les nouveaux venus commençaient par réduire le bors en poudre et l'incorporer à de la bouillie. Peu à peu, la proportion de viande augmentait jusqu'à ce qu'un estomac occidental parvienne à encaisser une ration entière sans faiblir. Quant aux prisonniers de guerre, certains recevaient ce même aliment sous sa forme brute, comme épreuve cachée, survivre ou succomber, selon que leur organisme réussissait à l'apprivoiser. Vous avalez enfin la fin de votre morceau. Votre mâchoire est lourde, endolorie, mais une énergie dense s'installe dans les muscles, comme un feu discret. Ce n'est ni le plaisir d'un plat raffiné, ni le confort d'un repas chaud, mais une endurance brute qui se déposera en vous pour la journée. Autour, les cavaliers glissent mécaniquement de nouvelles lanières à leur ceinture, prêtes pour les heures à venir. La journée ne laisse pas de place aux arrêts, et tout dans ce repas emporte déjà la marque. Manger en marche, conservé à la ceinture, mastiqué à cheval. Cette austérité s'imprime jusque dans les gestes les plus intimes, où rien n'autorise la pause. Car dans l'empire de la vitesse, même vos besoins naturels ne suspendent pas la route. Chapitre 5. L'art de faire pipi à cheval. Vous percevez l'envie au milieu de la chevauchée, quelque part après le 100e kilomètre. Autour de vous, les cavaliers mongols ne ralentissent même pas. Tout se passe dans un discret mouvement de rêne, et l'affaire est réglée sans troubler l'allure du cheval. Vous tentez à votre tour. Cette première tentative, disons-le, ne se déroule pas selon vos espérances. Un petit raté maladroit, une botte humectée, et un rire étouffé de l'adolescent à côté de vous. Il n'ajoute aucun mot, mais ses gestes suffisent pour enseigner. Coincez les genoux, penchez légèrement le torse vers l'avant, utilisez la main libre comme guide. Pas d'esbrouffe, simplement une précision discrète et des muscles fermes pour garder l'équilibre. Cette compétence n'est pas une curiosité isolée, mais un apprentissage à part entière. Les enfants mongols y étaient initiés dès l'âge de 6 ou 7 ans, parfois même avant de maîtriser complètement l'arc. Garçons et filles apprenaient de la même manière, car l'exigence quotidienne ne faisait pas de différence. Un missionnaire franciscain du XIIIe siècle, témoin horrifié, écrivit un jour qu'il avait vu une enfant pas plus haute qu'une botte satisfaire son besoin sans que son cheval n'interrompe son trot. Les tout premiers essais se faisaient avec des ânes, monture plus stable, avant de passer aux chevaux plus nerveux. À 12 ans, un jeune pouvait réaliser cet acte même en plein galop, les mains occupées par un arc bandé. L'adaptation vestimentaire était tout aussi pensée. Les braies des cavaliers étaient conçus avec une ouverture frontale simple, reposant sur des lacets faciles à dénouer et rattachés à une main. Les femmes, elles, portaient des robes fendues sur les côtés, permettant des gestes rapides et invisibles. Des ceintures de cuir venaient de refermer le vêtement immédiatement après. Les fouilles archéologiques témoignent de ce pragmatisme.
On a retrouvé de petites agrafes et boutons sur des habits d'enfants, indiquant que même les plus jeunes disposaient déjà d'un équipement adapté à la pratique. Quant aux bottes, leur forme relevée à l'avant limitait les éclaboussures indésirables. Rien n'était laissé au hasard. Et il y avait les astuces pratiques, car l'urine, loin d'être seulement un déchet, trouvait sa place dans ce système d'autarcie. On l'utilisait pour assouplir les cordes d'arc en tendon, l'ammoniaque leur offrant plus de souplesse dans le froid. Des soldats en gardaient parfois pour traiter les peaux fraîchement tannées, le liquide facilitant la conservation du cuir. En cas d'absence d'eau potable, elle pouvait aussi servir à rincer une plaie ou limiter une infection, solution austère mais disponible. Dans un environnement où rien ne devait être perdu, même ce flux devenait une ressource. L'autre acteur essentiel, bien sûr, restait le cheval. Une monture bien dressée gardait son allure, sans s'émouvoir. Certaines, les meilleures, modifiaient légèrement leur port de croupe pour aider leurs cavaliers. Les éleveurs n'ignoraient pas ce détail et sélectionnaient les bêtes les plus stables pour transmettre ce trait à leur descendance. Des textes chinois de l'époque Yuan s'étonnaient d'ailleurs de cette complicité, décrivant des chevaux qui semblaient s'adapter volontairement à ce rituel. Les conséquences militaires étaient réelles. Une armée traditionnelle perdait chaque jour de longues minutes en halte pour besoins naturels. Les Mongols, eux, pouvaient ainsi progresser en continu. C'était un avantage décisif. Lors de l'invasion de la Hongrie en 1241, les éclaireurs mongols parcoururent des distances qui paraissaient impossibles simplement parce qu'ils ne s'arrêtaient jamais. Les chroniqueurs, médusés, notaient avec perplexité que ces cavaliers semblaient ne jamais descendre de leur monture, ni jour, ni nuit. Pour leurs adversaires, c'était une pression psychologique terrible. Comment lutter contre des hommes qui ne s'accordaient même pas le répit de la nature? La tactique en bénéficiait aussi. Les feintes de fuite, spécialité mongole, gagnaient en efficacité quand les ennemis, obligés de s'arrêter, perdaient un temps précieux, tandis que les cavaliers de Gengis Khan maintenaient leur rythme sans rupture. Certaines victoires s'expliquaient autant par cette endurance continue que par la virtuosité guerrière. Comme l'écrivit un général de la dynastie Jin, ils combattent comme s'ils n'avaient ni vessie ni entrailles. L'entraînement allait plus loin que la simple habitude. Les jeunes recevaient un enseignement visant au contrôle physiologique lui-même. On leur apprenait à déclencher la miction à volonté, sans attendre l'urgence. Une technique de respiration transmise oralement aidait à se détendre et à tout expulser en quelques secondes. Des exercices musculaires enseignés par les chamans permettaient d'accroître ce contrôle. Grâce à cette discipline, certains pouvaient rester 2 jours entiers en selle, sans inconfort majeur. Bien sûr, les ratés existaient. Les chroniques mongoles évoquent quelques incidents restés dans la mémoire collective, surtout parmi les novices. L'un d'eux, tentant trop confiant un exercice à pleine vitesse, finit désarçonné sous les quolibets de ses camarades. On lui colla un surnom peu flatteur, dont il dut se défaire toute sa vie. La honte suffisait à pousser chacun à perfectionner la maîtrise rapidement. Pas de longues histoires sordides. Ces chutes devenaient simplement des anecdotes répétées autour du feu. Les femmes, de leur côté, adaptaient aussi la pratique. Les fentes des robes permettaient d'agir en silence, avec une discrétion presque totale. Lors de grosses chevauchées, certaines utilisaient même de petits entonnoirs en étain pour éviter d'abîmer le tissu. Les médecins de l'époque connaissaient les risques de cette répétition quotidienne et prescrivaient parfois des infusions de plantes contre les infections urinaires. Des textes yuan témoignent de ces précautions, preuve que la santé intime des cavalières faisait partie intégrante de la logistique de l'armée. Avec l'âge, la méthode devenait moins aisée. Certains vétérans perdaient peu à peu cette capacité. Alors, ils passaient à un rôle de formateur, expliquant aux jeunes l'art de ce geste. Quelques-uns, trop fiers pour abandonner, inventaient des systèmes artisanaux, petits tubes de cuir intégrés aux vêtements, sorte d'ancêtres du cathéter. Ces ruses maintenaient encore quelques saisons la dignité d'un ancien avant qu'il ne mette pied à terre. Les étrangers, eux, étaient forcés d'apprendre. Prisonniers ou mercenaires intégrés, tous recevaient une initiation rapide. Échouer, c'était la certitude d'être relégués à des tâches pédestres, grande marque d'infériorité dans un monde de cavaliers.
Même Marco Polo évoque, non sans amusement, ses propres maladresses face à ce qu'il nomme une habitude barbare mais pratique. Au bout de quelques mois seulement, il parvint à l'exécuter sans anxiété, preuve que l'entraînement forgeait la maîtrise. Quant à l'hygiène, elle s'adaptait. On se nettoyait avec des herbes sèches ramassées au sol ou avec de la neige en hiver. Les sous-vêtements servaient d'absorbants et l'odeur, englobée dans ce mélange déjà saturé de cuir et de lait fermenté, passait inaperçue. Les Européens, en visite, s'indignaient d'une telle coutume, mais reconnaissaient en même temps l'efficacité militaire. Le plus impressionnant restait la vitesse. Un cavalier exercé pouvait terminer en une dizaine de secondes, parfois moins, sans ralentir l'allure. Les peuples voisins transformèrent cette efficacité en légende, inventant des récits où les Mongols n'avaient pas besoin de satisfaire de besoins naturels ou pouvaient convertir leur urine en poison. En réalité, c'était seulement le fruit d'années d'apprentissage précoce. Cette dimension donnait même lieu à des jeux d'enfants. Les plus jeunes s'amusaient à viser une touffe d'herbe ou un rocher, parfois à organiser des concours entre eux. Les parents toléraient ces distractions, sachant que derrière le jeu se préparait une future compétence vitale. Un vieux chant populaire dit encore « L'enfant qui chevauche doit aussi arroser les herbes sans s'arrêter ». Une comptine pourtant lourde de vérité. Les os eux-mêmes portent la trace de ce dressage. Les anthropologues trouvent sur certains squelettes un bassin légèrement incliné, peut-être conséquence de cette posture répétée. Les adducteurs, muscles internes de la cuisse, étaient particulièrement développés, ce qui garantissait une stabilité accrue durant l'acte. Les pieds, maintenus en tension constante dans les étriers, montrent eux aussi des signes d'adaptation. En somme, rien de ce que pouvait faire un corps n'était laissé au hasard. Tout, des muscles de la mâchoire aux réflexes de la vessie, devait servir la mobilité et la guerre. Quand Marco Polo remarquait que les Mongols vivaient comme nés sur un cheval, il ignorait sans doute à quel point chaque détail de leur quotidien consolidait cette réalité. Et alors que vous reprenez place à votre rythme, le regard glisse vers votre voisin, un enfant qui n'a pas plus de 10 ans et qui manie déjà ses rênes avec une assurance d'adulte. Tandis qu'il grignote distraitement un morceau de fromage séché, il contrôle 3 chevaux en même temps. C'est là une autre vérité de la steppe, encore plus surprenante. Chapitre 6. Les enfants cavaliers. Le jeune cavalier devant vos yeux n'affiche pas plus d'une dizaine d'années. Il guide 3 chevaux en même temps avec une aisance désarmante, tout en mordant distraitement dans un morceau de fromage séché. Ses bottes pendouillent des étriers, presque trop grandes pour lui, mais ses jambes semblent fusionner à la monture. Ce n'est pas un enfant ordinaire, car dans l'empire de la steppe, les enfants devenaient cavaliers avant même de marcher correctement. Grandir à cheval, pour eux, n'était pas une phase d'apprentissage, c'était l'enfance elle-même. Portés sur le dos de leurs parents dès leurs premiers mois, bercés par le rythme d'un trot régulier, ces enfants faisaient de la selle leur univers familier. À peine tenaient-ils assis qu'on les hissait sur de petits poneys dressés spécialement pour eux, des chevalets patients et au pas si doux qu'aucune chute n'était à craindre. Vers 2 ou 3 ans, déjà, ils tenaient seuls en équilibre, les doigts serrés sur une crinière rugueuse. Il n'y avait pas de transition progressive. La vie et l'entraînement se confondaient, comme si la steppe n'attendait jamais. Dès la petite enfance, tout leur environnement préparait à cette existence. Pas de cours théoriques, pas d'explications interminables. Apprendre signifiait imiter. À 3 ans, on leur offrait de minuscules arcs d'entraînement, des selles en bois réduites, et leurs premiers mots concernaient déjà brides et étriers. L'odeur du crin et du cuir, omniprésente, s'incrustait jusque dans leur jeu. Un voyageur persan du XIIIe siècle relata qu'un garçon de 5 ans pouvait énumérer, dans l'obscurité, chaque boucle et chaque corde de son harnachement, comme s'il les voyait. L'éducation, ici, se faisait par immersion totale. Vers 6 ans, le sérieux commençait. Les enfants prenaient part aux chasses, d'abord cantonnés au rôle de rabatteurs. Leur mission consistait à effrayer le gibier pour le guider vers les adultes. Puis,
Peu à peu, on leur confiait des arcs adaptés à leur force et des chevaux plus nerveux. L'objectif n'était pas seulement de nourrir la communauté, mais d'apprendre la coordination, la discipline et l'endurance. À 8 ans, certains maniaient déjà l'arc en plein galop, tirant sur des cibles mouvantes, avec une adresse que des soldats étrangers n'auraient jamais soupçonnée. Les filles étaient soumises au même rythme que leurs frères. Dans la steppe, la survie collective interdisait toute distinction de genre. Monter, chasser, tendre un arc, tout leur était enseigné. L'histoire a conservé l'exemple célèbre de Kutulun, nièce de Kubilai Khan, qui écrasa des dizaines d'adversaires masculins en lutte et dirigea même des troupes. Ce modèle résonnait dans l'éducation des petites filles, élevées non seulement pour nourrir ou soigner, mais pour combattre si nécessaire. Les chroniques chinoises, surprises, parlent de femmes-enfants distribuant des ordres à des guerriers aguerris. Les compétitions entre jeunes aiguisèrent leur instinct. Courses de chevaux effrénées, tirs de flèches sur des cibles mouvantes, défis d'adresse. Ces jeux rudes forgeaient la cohésion. Les perdants se voyaient imposer des corvées pratiques, nettoyer des selles, chercher de l'eau. Aux yeux d'un franciscain européen, ces joutes ressemblaient à des duels d'enfants livrés à la mort. Mais l'observation lui échappait. Chaque épreuve sauvait plus tard des vies, en habituant à l'effort, à la douleur et à la vigilance permanente. L'alimentation n'était pas adaptée en douceur. Dès le sevrage, les enfants mâchaient le même bord que les adultes. Cette viande sèche, coriace. Leurs mâchoires s'en trouvaient puissamment sollicitées. Les crânes retrouvés montrent déjà, à de très jeunes âges, des insertions musculaires massives au niveau du visage. La denture s'usait vite, mais les caries étaient quasiment absentes. Cette diète riche en protéines et très pauvre en sucre sculptait leur constitution. Solide, dépourvue de fragilité, bâtie pour l'endurance. Dans les familles des élites, on ajoutait une autre facette à la formation. Les enfants apprenaient plusieurs langues dès leur plus jeune âge. Parler le turc, le chinois, parfois le persan, devenait normal bien avant l'adolescence. On raconte que des interprètes de 10 ans participaient à des négociations diplomatiques. Cette précocité linguistique, en parallèle des compétences martiales, contribua à la cohésion d'un empire immense, où chaque peuple parlait différemment, mais dépendait de la même autorité. La place des enfants dans la guerre n'était pas de brandir une épée en tête de front. Eux servaient d'éclaireurs, de messagers, d'observateurs. Leur petite taille et leur agilité rendaient ces rôles efficaces. Au siège de Kiev en 1240, certains adolescents furent utilisés comme guetteurs pour repérer les failles ou comme intermédiaires dans les marais voisins. Ce n'était pas une exposition directe au combat, mais une logistique parallèle, décisive dans le succès des campagnes. Les sanctions faisaient partie intégrante de l'apprentissage. Mal harnacher un cheval, c'était courir après lui dans la neige, jusqu'à épuisement. Rater une cible signifiait passer une journée au pain sec, cru, certes, mais calculé. Les Mongols répétaient « Mieux vaut pleurer sur un poney que mourir sur le champ de bataille ». Endurcir vite pour préparer tôt. La douleur momentanée valait bien plus que la vulnérabilité en pleine guerre. L'hiver, surtout, forgeait leur caractère. Les enfants devaient dormir avec des couvertures sommaires, supportant le froid mordant, apprendre à identifier des plantes enfouies sous la neige, ou tendre de petites trappes pour attraper un lièvre. Certains jeux consistaient à tenir immobile, aussi longtemps que possible, au milieu du vent glacial. Exercice d'endurance mentale qui devenait plus tard utile pour attendre des heures dans une embuscade. On inculquait également un savoir plus subtil, lire l'étoile polaire pour suivre la route nocturne, percevoir les signes annonciateurs d'une tempête dans l'humidité de l'air, distinguer les herbes capables de soigner un cheval malade. Toutes ces connaissances ne figuraient pas dans des manuels, mais passaient oralement, quotidiennement, transformant chaque enfant en témoin du savoir accumulé par des générations entières. Vers 14 ans venait l'épreuve la plus marquante. Chevaucher seul pendant une lune entière, ne vivant que de chasse et de ce que la steppe offrait. Pas une épreuve de témérité, mais de survie absolue. Ce rite ne visait pas à éliminer, mais à confirmer l'endurance et la maîtrise inculquée depuis l'enfance. Revenir signifiait devenir adulte,
pouvoir porter l'épée et prendre part au conseil. Les filles subissaient une variante tout aussi exigeante. En plus de chevaucher et de chasser seules, elles devaient préparer un vêtement en peau animale ou gérer les négociations avec une tribu voisine. La guerre n'était pas leur seul terrain d'expression, car la diplomatie et l'économie domestique faisaient partie de la même logique. Assurer la continuité de la communauté quoi qu'il arrive. Il y eut des figures d'exception. Subutai, futur stratège redouté, fut repéré dès son enfance pour ses capacités à imaginer des tactiques durant les chasses collectives. D'autres se montraient déjà sensitifs, capables de prévoir le temps, de flairer un terrain praticable. Le prodige ne naissait pas de privilèges, mais de cette éducation précoce où chaque geste, chaque expérience comptait comme une graine déposée pour l'avenir. Ces enfants ne grandissaient pas en marge de la guerre, ni comme de simples spectateurs, mais comme une réserve vivante de savoir-faire. Leur jeunesse même garantissait à l'Empire une transmission constante. Le cavalier mongol n'était pas façonné en quelques mois d'entraînement adulte, mais dès les premiers pas, ou plutôt dès les premiers galops. Cette continuité d'éducation renforçait directement leur tactique, comme la retraite feinte, une manœuvre qui exigeait coordination, endurance et sang-froid, des qualités travaillées dès l'enfance dans chaque course de poney et chaque tir d'arc ludique. Et derrière cette éducation rude, il existait un principe inébranlable. Les enfants incarnaient l'avenir de la steppe, et leur protection importait autant qu'un troupeau ou qu'une victoire. Même la loi l'affirmait. Le code édicté par Gengis Khan prévoyait des peines très lourdes pour qui portait atteinte à un enfant. Car dans une société façonnée par le cheval et le vent, seule une discipline sévère pouvait garantir la survie d'une génération à l'autre. Et cette discipline, parfois brutale, allait bientôt se révéler sous une autre forme, tout aussi implacable. Chapitre 7. La loi de la steppe. Un homme est surpris en train de dérober une gourde en peau de chèvre. Le verdict tombe immédiatement, sans plaidoirie, et la sanction s'abat presque dans la même respiration. La scène, brève et publique, donne le ton. Dans la steppe, la justice ne s'exprime pas par de longs procès, mais par des gestes rapides et irrévocables. Voilà ce que les Mongols appelaient la loi, enchâssée sous un nom devenu célèbre, le yassa. Le yassa n'était pas un code unique, gravé dans la pierre comme une constitution moderne. C'était un ensemble de règles coutumières, renforcées et adaptées par Gengis Khan. Sa force venait de son équilibre, des principes sévères, applicables à tous, combinés à une pragmatique souplesse selon les besoins du moment. Les délits qui menaçaient directement la cohésion de la tribu, le vol, la trahison, le mensonge entre compagnons, trouvaient des punitions rapides et exemplaires. Les envoyés étrangers, eux, étaient pas protégés sans compromis, car toucher à un messager revenait à insulter l'autorité du Khan. Ce mélange d'inflexible et de calcul était ce qui rendait l'ensemble redoutablement efficace. Les chroniqueurs en restaient frappés. Pour un vol répété, une main pouvait être tranchée. Pour une faute militaire grave, la sanction prenait souvent la forme de coups, infligés devant la troupe entière. Pas de prison interminable, pas de procès à rallonge. Les sanctions étaient à la fois publiques et brèves. Le but n'était pas la cruauté, mais l'exemple. Dans les mots d'un historien persan, la punition mongole durait quelques minutes, mais sa mémoire demeurait des années. Tout reposait sur deux piliers incontournables. Le premier était la certitude. Personne, pas même un prince, n'échappait au yassa. Un neveu de Gengis Khan fut mis à mort pour avoir simplement volé un faucon. Un général, jugé coupable d'avoir menti sur ses pertes, se vit condamné devant ses soldats. Ces récits circulaient rapidement, gravant une certitude dans les esprits. Nul n'était au-dessus de la loi. Ce caractère impartial, brutal mais constant, renforçait la confiance collective. Le second pilier était la rapidité. Les Mongols considéraient le temps lui-même comme un bien trop précieux pour l'user à des détentions prolongées. Plutôt qu'un système de prison coûteux, ils préféraient des punitions immédiates, souvent en plein campement, afin que l'exemple frappe les mémoires. Pour l'expédition, c'était une économie de ressources, pas de gardiens, pas d'alimentation d'oisifs. Tout se réglait dans l'instant. Ces sanctions n'étaient pas seulement un instrument de peur. Leur logique avait aussi un effet social.
Elle garantissait une forme rare de sécurité dans un monde instable. Marco Polo, pourtant contemporain sceptique de bien des aspects mongols, reconnut que dans cet empire, une jeune marchande pouvait traverser des centaines de kilomètres chargés d'or, sans craindre d'agression. Le Yassa, par sa sévérité même, avait produit l'un des systèmes de route les plus sûrs de son temps. Là où l'Europe médiévale connaissait brigands et bandes, les steppes entretenaient un ordre sévère mais rassurant. La discipline militaire, elle aussi, était codifiée par ses règles. Perdre son arc ou son poignard signifiait recevoir une correction, non pour la valeur de l'objet, mais parce que l'erreur mettait en péril le groupe entier. S'endormir en garde était une faute presque inexpiable, car elle exposait à un massacre possible. Les sanctions visaient à rappeler que chaque guerrier était une pièce d'une chaîne. Négligence individuelle équivalait à mettre en danger toute la communauté. Les subtilités du Yassa révèlent d'ailleurs cette logique pragmatique. Voler à un compagnon était impardonnable, signe de trahison intérieure. Mais piller l'ennemi après la victoire n'était pas seulement toléré, c'était attendu, parfois même encouragé. La ligne était claire. Tout ce qui affaiblissait le corps social était criminalisé. Tout ce qui enrichissait le clan était validé. Cette frontière, brutale mais efficace, permettait d'aligner la morale sur l'intérêt collectif. Des protections particulières existaient également. Les femmes mongoles bénéficiaient d'une sauvegarde inscrite dans ces règles. Abuser d'elles entraînait systématiquement la mort de l'agresseur, quelle que soit sa position. Les prisonnières de guerre, elles aussi, étaient frappées du sceau protecteur, non par pur altruisme, mais parce qu'elles représentaient une ressource démographique. On ne détruisait pas ce qui pouvait être intégré. De la même façon, les nobles capturés ne devaient pas être tués dans le sang, mais par strangulation ou d'autres procédés propres, manière de maintenir la dignité supposée de leur lignée. L'image qui en ressort est paradoxale. Ces lois paraissent d'une dureté implacable, et pourtant elles produisaient un ordre collectif presque inédit. Les fouilles archéologiques, examinant les squelettes de l'époque, révèlent en effet peu de violence interpersonnelle comparée aux sociétés sédentaires voisines. Là où les villages européens montrent des crânes souvent fracassés par des querelles privées, les restes mongols traduisent un contrôle remarquable sur les violences du quotidien. En connaissant d'avance la certitude de la punition, beaucoup semblaient éviter les gestes irréfléchis. Les envoyés diplomatiques, en particulier, bénéficiaient d'une immunité absolue. Insulter ou attaquer un ambassadeur était traité directement avec le Grand Khan, ce qui valait une condamnation immédiate. Grâce à cela, même les ennemis les plus opposés pouvaient se négocier sans crainte dans les camps mongols. Mais cette protection avait ses limites. Les cadeaux destinés au Khan étaient intouchables, et voler dans ses coffres, même si l'origine était déjà le pillage, était un crime au sommet de l'échelle. La peine capitale, elle, restait une affaire dépouillée de solennité. Pas de bourreau professionnel, souvent un chef de guerre, un parent de la victime ou un officier local. Le geste importait moins que les faits. Il ne s'agissait pas d'établir un rituel glorieux, mais de fermer rapidement une affaire afin que la vie collective reprenne son cours normalement. À la différence des sociétés où la justice aspirait à durer dans la mémoire, celle de la steppe choisissait l'immédiat et le fonctionnel. Ce système législatif, façonné pour un peuple nomade, garantissait l'essentiel, que nulle faiblesse interne ne sape leurs campagnes extérieures. Route sûre, discipline armée, équilibre entre brutalité et protection, les bases qui permettaient à l'Empire de s'étendre reposaient sur cette cohésion. Il se pourrait bien qu'ici se cache l'un des secrets de leur conquête. Maintenir au sein même de la steppe une tension sécurisante, donnant confiance aux leurs, effrayant leurs ennemis. Vous suivez du regard les cavaliers qui remettent leurs armes à la taille, comme si rien ne s'était passé. Le camp se remet en ordre, les chevaux hennissent, les familles reprennent leurs activités. La loi a frappé, mais la vie continue, intacte. Et c'est justement parce que cet ordre sévère règne à l'intérieur qu'il permet d'agir avec autant de force à l'extérieur. Car lorsque plus tard vous entrez dans une ville conquise, c'est une autre facette de cet empire qui se révèle. Non plus la punition immédiate, mais la capacité à organiser et exploiter. Chapitre 8. La logistique de la conquête. Vous remarquez vite que la conquête ne se résumait pas à des cavaliers déchaînés.
Ce qui a fait tenir l'empire mongol, bien plus que les batailles, c'était son appareil logistique. Là où d'autres royaumes s'effondraient, faute d'administration, eux avaient mis en place un système précis, à la fois pragmatique et redoutablement efficace. Le cœur de ce dispositif reposait sur le YAM, un immense réseau de relais postaux. Tous les 30 à 40 kilomètres, une station abritait des chevaux de rechange, des vivres et des hommes prêts à servir. Un messager muni d'une plaquette de métal officielle pouvait changer de monture constamment et parcourir jusqu'à 300 kilomètres en une seule journée. Des archives attestent qu'un ordre expédié depuis Karakorum atteignait la Hongrie en à peine 3 semaines, un rythme inégalé pour le XIIIe siècle. Certains chroniqueurs comparaient ce réseau à des nerfs vivants, parcourant tout le corps de l'Empire. Marco Polo en fut fasciné, décrivant ces relais comme de minuscules mondes entièrement orientés vers un seul objectif, la vitesse. Ce réseau ne transportait pas que des ordres militaires. On y faisait circuler des comptes fiscaux, des semences agricoles, parfois même des traités médicaux. Il constituait une forme de communication qui reliait entre elles des cultures et des régions très éloignées. Des médecins persans pouvaient ainsi conseiller des guérisons en Chine, tandis que des ingénieurs chinois faisaient acheminer leurs plans vers Samarcande. Les Mongols avaient inventé, à leur façon, un système de circulation rapide de l'information. Cette efficacité s'accompagnait d'une forme inattendue de méritocratie. Peu importaient vos origines. Ce qui comptait était la compétence. Un scribe ouïghour, Chinkai, devint ministre des Finances du Grand Khin. Un persan musulman, Mahmoud Yalavash, reçut la charge de gérer l'administration de la Chine du Nord. Ces exemples ne sont pas des anecdotes isolées, mais le reflet d'une règle générale. Intégrer quiconque pouvait renforcer la structure impériale. Captifs ou réfugiés trouvaient de place selon leur savoir-faire. Couturiers, médecins, comptables ou maçons, chacun était réaffecté pour servir l'appareil collectif. Là où d'autres empires marginalisaient les étrangers, les Mongols les absorbaient. Les marchés des villes conquises témoignaient de cette logique. Plutôt que d'anéantir systématiquement, les Khan ordonnaient la réorganisation. Si une cité se rendait sans résistance, ses élites restaient souvent en place, à condition de payer tribut. Les artisans reprenaient leurs ateliers, surveillés mais protégés, car leur travail enrichissait l'Empire. Si une ville résistait, les conséquences étaient sévères. Exécution des notables, déportation des artisans. Pourtant, dans les deux cas, les infrastructures, ponts, routes, ateliers, étaient à préserver. Détruire valait peu face à la richesse qu'apportait un centre urbain fonctionnel. Bukhara en est l'exemple frappant. Mise à sac en 1220, elle fut réorganisée en centre administratif florissant dès 1225. Cette logique nourrissait la Pax Mongolica. Les routes commerciales, jadis périlleuses, devinrent étonnamment sûres. Une caravane pouvait rejoindre la Crimée depuis Pékin avec un risque minimal. Les marchands recevaient des laissez-passer en or ou en argent, véritables passeports commerciaux. Quiconque attaquait un convoi était puni comme s'il avait volé l'empereur en personne, la peine pouvant être la mort. Cette sécurité fit exploser le commerce. Les soieries arrivèrent jusqu'à Venise. Les épices indiennes trouvèrent de place sur les marchés russes. Les monnaies frappées à cette époque montrent une circulation métallique 4 fois plus élevée dans certaines régions qu'avant la domination mongole. L'administration fiscale, appelée kubshur, fixait un prélèvement d'environ 10% sur troupeaux et récoltes. C'était lourd, mais stable et prévisible. Les marchands payaient aussi des droits de douane. En retour, ils bénéficiaient de la protection du YAM et d'un entretien constant des routes. Ce caractère rationnel, parfois jusque dans la clémence, une mauvaise récolte pouvait valoir exonération temporaire, renforcer l'acceptation. Là où la brutalité seule aurait nourri la révolte, l'efficacité bien calculée assura une relative légitimité. Un autre pilier se trouvait dans l'écrit. Les Mongols, peuple sans tradition écrite, adoptèrent d'abord l'alphabet ouïghour, puis firent évoluer leur propre système sous Kubilai. Des scribes enregistraient tout, recensement, inventaire, rapports fiscaux, correspondances. De véritables archives itinérantes circulaient dans des chariots.
Chaque document était classé avec une rigueur inédite, qui assurait que même à des milliers de kilomètres, un fonctionnaire pouvait accéder à un dossier fiscal en quelques jours. Les pratiques culturelles locales n'étaient pas balayées, mais intégrées. En Chine, les Mongols reprirent certains éléments des examens officiels pour recruter des administrateurs. En Perse, ils s'appuyaient sur les bureaucrates déjà en place. Seuls 2 points restaient non négociables, l'impôt et l'allégeance au Khan. Le reste pouvait varier en fonction des traditions locales, tant que cela servait l'efficacité. Un voyageur arabe, stupéfait, écrivait « Ils conquièrent comme la foudre, puis gouvernent comme des comptables ». Leur rapport à la religion obéissait à la même logique pragmatique. Gengis Khan avait proclamé qu'aucune foi ne devait subir de persécution. Ce n'était pas une posture de tolérance moderne, mais un calcul. Les divinités des peuples soumis pouvaient, pensait-il, se venger si on les offensait. Mieux valait leur rendre hommage à tous. Résultat, à Karakorum, mosquées, temples bouddhistes, églises nestoriennes et sanctuaires chamaniques se dressaient côte à côte, sans conflit visible, chacun intégré à l'ordre impérial. Les villes clés étaient transformées en vitrines du pouvoir. Pékin, renommé Khanbalik, reçut palais, canaux et systèmes d'irrigation. Samarcande accueillit des jardins botaniques où s'échangeaient aux plantes venues de toutes les régions. Karakorum, capitale modeste au départ, finit par abriter des fontaines conçues par un ingénieur français capturé. Les Mongols ne rejetaient pas la civilisation. Ils la collectaient et l'utilisaient comme une arme de prestige et de contrôle. La transmission du pouvoir fut également structurée. Plutôt que d'engloutir l'Empire dans des guerres de succession, les clans se réunissaient en Kurultai, une assemblée élective pour désigner le nouveau Khan parmi les héritiers légitimes. Ce système, imparfait mais efficace, maintenait une relative stabilité pendant plusieurs générations, jusqu'à la division de l'Empire en khanats. Dans leur logique, même l'alimentation et l'agriculture avaient une fonction politique. Des greniers stockaient les céréales pour redistribuer en cas de famine et assurer la loyauté des villages. Kubilai Khan fit même instaurer un ordre exigeant que chaque unité militaire plante 100 arbres fruitiers chaque année. Le contrôle alimentaire complétait ainsi la puissance militaire. L'innovation n'était jamais négligée. Les ingénieurs captifs les aidaient à perfectionner les machines de siège. Les forgerons étrangers amélioraient le métal des flèches. Les médecins enrichissaient les connaissances collectives. L'arc composite, arme signature, fut modifié plusieurs fois en un siècle. Grâce à cette politique d'amélioration continue, la conquête devenait un moteur d'expérimentation. Partout, la même logique. Absorber, redistribuer, fiabiliser. Ce pragmatisme permit la création d'un espace commercial et culturel immense. Et pourtant, comme vous le découvrirez bientôt, cet ordre si rigoureux n'était pas éternel. Car plus on avançait vers les marges de l'Empire, plus les articulations de cette grande machine commençaient à se gripper. Chapitre 9. La frontière de l'Empire. Vous arrivez enfin aux confins, là où commence la frontière de l'Empire. La première chose qui frappe, c'est le ralentissement. Les relais postaux, si réguliers et abondants au cœur du territoire, sont ici plus espacés. Les routes, autrefois entretenues, se transforment en pistes mal définies. Vous croisez un messager qui transporte encore des ordres vieux de 3 mois. Ici, l'autorité de Karakorum n'est plus qu'un souffle lointain. La liberté paraît plus vaste, mais elle a un coût, celui de l'absence d'un centre fort. Sur ces terres reculées, l'administration centrale se heurte à la surextension. Chaque ordre met des mois à circuler. Les décisions locales comblent le vide. Les gouverneurs improvisent, taxent de leur propre chef, réinterprètent la loi selon leurs intérêts. Ce qui constituait jadis une machine parfaitement réglée devient un assemblage fragile. La conséquence est claire, perte d'autorité, corruption, multiplication de micro-pouvoirs locaux. Les archives parlent de taxes perçues 2 fois, de garnisons abandonnées faute d'instruction, d'ordres contredits par d'autres arrivés trop tard. La logistique s'essouffle, elle aussi. Dans les provinces frontalières, les relais du Yam manquent de chevaux, souvent mal nourris par des intendants négligents. Les soldats placés loin de leurs familles
depuis des années, perdent discipline et rigueur. On trouve des rapports qui décrivent des garnisons à l'équipement rouillé, des arcs abandonnés par manque de cordes réparatrices. Et là où, jadis, les routes commerciales semblaient inviolables, apparaissent désormais des bandits, détroussant les voyageurs. Le tissu de la Pax Mongolica se relâche en périphérie. Les révoltes surgissent alors comme des herbes sèches qui s'embrasent au vent. En Perse, des cités refusent l'impôt et se soulèvent. En Chine, les sociétés secrètes tissent un réseau clandestin qui prépare la révolte. Privés de renforts immédiats, les commandants locaux choisissent seuls, négocier, acheter la paix ou massacrer. L'unité se fissure. Un gouverneur russe se plaint « Nous appliquons le yassa, oui, mais chacun sa version ». Les communications, autrefois l'orgueil du système, se délitent. Des messages sont interceptés, modifiés, ou arrivent trop tard. Une grâce impériale, délivrée après une exécution. Une demande de secours parvenue bien après la chute d'un fort. L'efficacité du YAM se heurte ici à sa limite. Personne ne veut risquer sa vie dans des provinces où les brigands rôdent, où une mission peut se solder par une disparition anonyme. Avec l'éloignement vient une nouvelle tentation, l'enrichissement personnel. Loin du regard du Khan, des gouverneurs s'inventent seigneurs. Certains accumulent terres et privilèges, d'autres construisent de véritables cours ornées de jardins et de concubines. Les chroniques décrivent des officiers mongols vivant comme des sultans persans, pendant que leurs hommes manquent de flèches ou de chevaux. La corruption devient non pas une exception, mais une seconde nature des confins impériaux. Cette transformation touche aussi les alliances et les identités. Les mariages mixtes se multiplient. En Russie, un chef mongol épouse la fille d'un prince orthodoxe. En Anatolie, des commandants se convertissent à l'islam pour mieux obtenir la fidélité des clans locaux. Tout cela apaise les révoltes, mais fait se dissoudre l'identité mongole. Les enfants métissés parlent le persan ou le slave, moins la langue de leurs ancêtres. Lentement, l'uniformité du pouvoir s'effrite dans la diversité qu'il a lui-même créée. Les grandes routes qu'ils ont bâties portent aussi un fardeau invisible, la maladie. La peste noire, facilitée par cette circulation accélérée, atteint les provinces par vagues successives. Les camps mongols, autrefois presque exemplaires sur l'hygiène, deviennent foyers de contagion. Des unités entières disparaissent, sans livrer combat. Des chroniqueurs décrivent ces villes frontières, où les cadavres s'amoncellent derrière les murs, victimes d'un mal venu du commerce même, qui faisait la richesse de l'Empire. Cette fragilité frappe ensuite l'économie. Les routes deviennent incertaines, les marchands contournent des régions mal tenues, le prix du sel et des céréales grimpe. Dans certaines provinces, un sac de blé vaut le double ou le triple du prix observé dans le centre. Partout aux marges, l'échange vacille, et parfois le troc revient en force. Un marchand vénitien note étonné qu'en Asie centrale, un cheval valait plus que de l'or, puisque les pièces mongoles ne trouvaient non plus preneur. Les armées reflètent cette mutation. Faute de renforts, elles recrutent dans les populations locales. Le résultat est brusque, régiment bigarré, plus de mercenaires que de cavaliers mongols. Discipline en chute libre. Avant même un affrontement, des désertions massives se produisent. La cohésion qui faisait la légende se perd, diluée dans le mélange. La technologie, elle aussi, décline. Plus de maîtres d'œuvre chinois ou persans pour entretenir systèmes d'irrigation et ponts. Les canaux s'ensablent, les constructions se fissurent. Les machines de siège, autrefois entretenues avec soin, rouillent à l'abandon. Un voyageur arabe écrit qu'il a vu d'anciens engins de guerre redevenus herbe et poussière. Le génie logistique se délite sans main experte. Les communications officielles deviennent parfois absurdes. Un gouverneur du Caucase continue d'envoyer ses rapports à Karakorum malgré le silence prolongé. Un autre fait fabriquer de fausses plaques YAM en bois, faute de métal pour les authentiques. Ce sont les reflets d'un système qui a existé, désormais vidé de sa substance. Les identités commencent alors à se brouiller. Mongols christianisés, musulmans au nom mongol, bouddhistes mangeant du porc. Cette créolisation, bien que normale après des décennies de conquête, effraie les plus anciens. On conserve des lettres, où un vieux guerrier avertit son fils. Ici, nous ne savons plus qui est qui.
l'impression d'une dissolution culturelle s'impose. Au même moment, la fiscalité part dans tous les sens. Sans contrôle, certains administrateurs doublent les impôts, d'autres les assouplissent jusqu'à se faire renverser. Dans certains lieux, on abandonne la monnaie mongole pour revenir au troc. L'ordre fiscal qui tenait l'Empire ensemble se relâche. La justice, aussi, perd sa cohérence. Le yassa, autrefois droit et rigide, devient relatif. Le pardon s'achète. Les querelles de clans reprennent avec vengeance. Des juges confessent eux-mêmes qu'ils doivent négocier les verdicts comme au marché. La loi impériale, pilier jadis imprescriptible, se délite à la marge. À tout cela s'ajoute la nature. Une série d'hivers rigoureux frappe les troupeaux, base vitale des cavaliers. Le bétail meurt en masse. La steppe se dessèche, rongeant les pâturages. Les nomades, mal adaptés aux villes sédentaires, reprennent la route, abandonnant des cités fragiles qu'ils avaient conquises. La base écologique, sans laquelle l'Empire ne vit pas, s'affaiblit. En parallèle, la fragmentation politique s'accélère. Les 4 khanates, progressivement, se considèrent comme rivaux. Les liens de famille ne suffisent plus à maintenir une unité. Les mariages diplomatiques se raréfient, et les armées souvent se voient comme étrangères entre elles. L'Empire ne s'effondre pas en une seule nuit. Il se morcelle, chaque fragment devenant indépendant, parfois hostile. Tout cela n'est pas seulement la faute de chefs corrompus ou de peuples rebelles. Les causes sont humaines et logistiques à la fois. Un empire trop vaste pour être tenu, des maladies qui circulent par ses propres artères. Une discipline militaire, diluée par le recrutement local. Un climat de plus en plus hostile. La grandeur s'est heurtée à ses propres limites matérielles. Et pourtant, même aux frontières les plus fragiles, il reste des traces visibles. Les routes, les relais postaux, les registres copiés, même abîmés, survivent et influencent les systèmes qui viendront après. L'Empire mongol n'a pas seulement conquis des terres, il a façonné des institutions et des circulations durables, dont les effets se prolongeront bien au-delà de sa dissolution. C'est cette empreinte persistante, même après la fragmentation, qui permet de parler aujourd'hui d'un héritage. Et c'est là qu'il faut tourner le regard, vers ce qui n'a pas disparu avec les cavaliers, mais qui continue encore à façonner nos vies. Chapitre 10. L'héritage mongol. Les cavaliers ont disparu, mais leur héritage reste inscrit dans nos vies d'une façon presque invisible. Quand vous tenez une simple feuille de papier, c'est un écho de la Pax Mongolica. Ce support né en Chine a circulé jusqu'en Europe grâce aux routes qu'ils avaient sécurisées. Feuilleter un dictionnaire suffit pour voir leurs traces aussi. Le mot « caravane », passé du persan via leur réseau, voyage encore dans nos langues. Même cette impression moderne que le monde s'est contracté, rétréci par la vitesse des communications, leur appartient déjà. Le commerce fut le premier pilier de cet héritage. Avant eux, la route de la soie ressemblait à une succession de royaumes méfiants, où chaque frontière ralentissait ou interdisait le passage. Les Mongols ont relié ces tronçons en une seule artère, protégée et surveillée. Pour la première fois, une épice indienne pouvait atteindre la Pologne sans changer de main 10 fois. Les marchands recevaient des plaques en métal précieux qui faisaient office de laissez-passer, ancêtres directs de nos passeports. Les caravanes voyageaient sous escorte militaire, assurées contre le vol. Les chiffres rapportés par les chroniqueurs parlent d'eux-mêmes. En un demi-siècle, le volume d'échanges entre Europe et Asie fut multiplié par 6. Derrière cette sûreté se cachait le YAM, leur système de relais postaux et commerciaux. Tous les 30 à 40 kilomètres, des postes abritaient des chevaux de rechange et des vivres. Les messagers pouvaient parcourir des centaines de kilomètres par jour. Des ordres provenant de Karakorum atteignaient la Hongrie en 3 semaines à peine. Cette rapidité bouleversa la perception de la distance et fit circuler bien plus que des lettres, des graines, des minerais ou encore des techniques. Grâce à ce réseau, des semences chinoises ont été retrouvées dans des sites archéologiques hongrois, preuve tangible d'une mondialisation médiévale. Les transferts technologiques changèrent le visage des continents. La poudre à canaux, longtemps confinée à la Chine, atteignit l'Europe par les ingénieurs et les contacts mongols. À l'inverse, le système décimal indien, passé par le monde islamique, gagna la Chine grâce aux comptables de l'Empire.
Les techniques persanes d'irrigation furent adaptées en Russie, transformant l'agriculture locale. Quant à la cartographie, elle fit un bond décisif. Les Mongols compilèrent savoirs grecs, arabes et chinois pour dresser des représentations de l'Eurasie étonnamment précises pour leur époque, préfigurant déjà nos longitudes et latitudes modernes. Leur héritage touche aussi l'administration. Le premier recensement complet de la Russie fut organisé sous leur autorité. Ils perfectionnèrent l'impôt en nature, le kupchur, qui servit de modèle à certains systèmes fiscaux ultérieurs. Leurs pratiques centralisées inspirèrent de la bureaucratie de la Chine des Ming et influencèrent les méthodes de l'État tsariste. Même nos divisions administratives actuelles gardent parfois des contours hérités des provinces mongoles. Un historien a résumé ainsi: l'Eurasie ressemble encore à un puzzle mongol légèrement déplacé. Les échanges culturels, eux, créèrent des styles inédits. Des motifs chinois s'imprimèrent sur les céramiques persanes. Des instruments arabes résonnèrent jusqu'aux steppes. Le bouddhisme tibétain se mêla au chamanisme local. De ces brassages naquirent des hybridations uniques. Ainsi, des miniatures persanes représentant des visages asiatiques, peints avec des techniques byzantines. La médecine profita aussi de cette circulation d'idées. Des traités arabes furent traduits en chinois, tandis que des remèdes indiens étaient testés en perse. Un manuscrit retrouvé à Tabriz propose des prescriptions combinant 42 herbes, venues de 3 continents. Les Mongols eux-mêmes ajoutèrent leur savoir vétérinaire, précieux pour soigner chevaux et cavaliers. La génétique conserve leur empreinte d'une façon presque spectaculaire. En 2003, une équipe internationale révéla que près de 8% des hommes vivant entre la Pologne et la Chine partagent une lignée paternelle, remontant à un ancêtre unique, ayant vécu vers 1200. Gengis Khan et sa descendance seraient liés à cette diffusion. Dans certaines zones d'Asie centrale, ce chiffre atteint un quart de la population masculine. Ce n'est pas seulement un détail, c'est une preuve biologique que leur empire n'a pas seulement conquis, mais marqué profondément des générations entières. La langue de tous les jours témoigne aussi de leur passage. Horde vient de Ordo, leur campement. Tarif dérive du mongol Dariba, signifiant taxe. Même coach trouve son origine dans Koksi, un type de chariot hongrois apparu sous leur domination. Les linguistes estiment que des milliers de termes circulèrent entre langues lointaines grâce à cette mobilité nouvelle. Chaque mot utilisé encore aujourd'hui cache un fragment de ce passé. Militairement, leur influence fut définitive. Les Européens, marqués par leurs flèches, cherchèrent à imiter l'arc composite. Les tactiques de cavalerie légère se diffusèrent dans tout l'Orient. Leur fameux stratagème de retraite feinte, consistant à simuler une fuite pour piéger l'ennemi, se transmit de génération en génération militaire, jusqu'à devenir un principe repris par des armées modernes. Un historien militaire compara toutes les cavaleries postérieures à de pâles reflets des hordes mongoles. L'agriculture ne resta pas à l'écart. Des variétés de blé persan plus résistantes gagnèrent devant la Chine, tandis que les steppes s'enrichirent de nouvelles techniques d'élevage. Des analyses de pollen montrent qu'en Hongrie, 5 nouvelles céréales apparurent précisément sous leur domination. Beaucoup sont encore cultivées aujourd'hui. De telles traces, ancrées dans le sol, rappellent que leurs conquêtes n'effacèrent pas, mais transformèrent les modes de subsistance. Même la justice et l'urbanisme portent leur empreinte. Le yassa, leur loi coutumière, instituait une forme d'égalité devant la règle. Ces principes, comme la valeur des témoignages et la procédure claire, trouvent aujourd'hui des échos dans nos systèmes. Les villes conquises furent souvent réorganisées en damiers rationnels, avec des adductions d'eau améliorées. Les fouilles révèlent que les cités qui s'étaient rendues furent reconstruites, plus propres, plus fonctionnelles, tandis que celles qui avaient résisté conservaient leur structure médiévale désordonnée. On peut dire qu'ils ont inventé une mondialisation avant l'heure. Pour la première fois, un Européen pouvait parcourir la route jusqu'à la Chine, sans changer sans cesse de monnaie ou de loi. Les produits circulaient à une échelle inédite, mais aussi les idées et les pratiques sociales. Boire du thé, coutume chinoise, prit racine en Perse grâce à eux. Les bains publics, issus de la tradition musulmane, furent imposés en Russie. Même les jeux d'enfants,
Cerfs-Volants ou osselets, traversèrent certains leur territoire et furent adoptés ailleurs. La postérité, pourtant, les a souvent réduits à la brutalité. On parle de sièges sanglants, d'exécutions rapides, de villes ruinées. On oublie leur inventivité, le premier système postal international, l'unification des poids et mesures, les routes commerciales plus sûres que celles de Rome. Leur héritage le plus durable n'est pas une arme, mais l'idée qu'un monde immense peut être relié par des règles communes. Les nations modernes elles-mêmes s'y définissent. La Russie se construisit en réaction à leur domination, la Chine affermit son identité après leur chute. Même certaines frontières actuelles prolongent les limites de leur province. Un historien l'a résumé avec sévérité. L'Eurasie est mongole dans ses os, mais elle l'a oublié dans sa mémoire. Aujourd'hui, les chercheurs redécouvrent cet apport. Les généticiens traquent leurs traces dans notre ADN. Les linguistes analysent la diffusion de termes grâce à l'Empire. Les économistes scrutent leur stratégie commerciale. Chaque discipline dévoile un pan oublié du legs mongol et souligne ce paradoxe fascinant. Comment concilier tant de violence et tant de sophistication? La réponse, peut-être, se glisse dans vos gestes quotidiens. Ce thé chaud que vous buvez le matin, sucré de miel, unit la Chine et la Perse par le souvenir de leur route. Les mots que vous prononcez chaque jour charrient leurs échos. Leur brutalité n'a pas empêché l'invention. Elle en fut peut-être la condition. Et cette contradiction persiste, comme un rappel discret au cœur de nos habitudes. Car le monde qu'ils ont façonné était dur, impitoyable. Leur empreinte nous paraît raffinée aujourd'hui. Mais elle s'est bâtie sur une adaptation à la rudesse. Derrière les routes et les inventions se cache toujours la réalité première d'un peuple confronté à la violence de la steppe. C'est ce contraste qu'il faut garder à l'esprit avant de parler de leur véritable nature. Conclusion. Un souffle de cheval, l'odeur du cuir, le goût âpre de l'érag. Ces images reviennent et referment doucement le cercle. La steppe façonne. Elle durcit ou elle brise. Les Mongols ont choisi la première voie, transformant chaque geste du quotidien en discipline. Leur dureté n'était pas cruauté gratuite, mais adaptation à un monde sans indulgence. Ils ont bâti un empire parce qu'ils savaient que la discipline précède la domination. Leur héritage vit autant dans les routes et les échanges que dans cette façon d'affronter l'adversité sans détour. Dites-moi en commentaire si cette immersion vous a surpris et d'où vous regardez. Tamisez les lumières, laissez le ventilateur souffler doucement, fermez les yeux, respirez. Imaginez la steppe. Laissez ces images simplement vous accompagner.